Le premier jour du tournage, Ayako Wakao est fébrile. Depuis trop longtemps déjà, le script lui sert d'oreiller. Une actrice de studio a un statut d'employé et ne choisit pas ses rôles. Une commission décisionnaire attribue les projets et seule une hospitalisation permet d'échapper à un mauvais film. Inutile d'espérer obtenir gain de cause en plaidant auprès du directeur du studio, Masaichi Nagata, vieux renard capable d'arrondir comme un ballon n'importe quels angles. Encore trop souvent réduite à jouer l'innocente mignonne dans des comédies sans ambition, à 27 ans et après 10 ans de carrière, Confession d'une épouse offre enfin à Wakao la possibilité d'incarner une femme complexe et proche de son âge, où le final lui appartient. Le tournage débute par la dernière scène. Caméra coupée, réaction prévisible du frénétique Yasuzo Masumura. Plus vite! Wakao s'exécute sur les prises suivantes. À moins d'être la pire des divas, hors de question de contredire un ordre du réalisateur. Masumura a beau être d'une nouvelle génération, il reste maître sur son plateau. Mais à la différence de ses aînés, le jeune cinéaste est capable de reconnaître une erreur. Quelques jours plus tard, Masumura soulage Wakao quand il admet sa préférence pour la première prise après un visionnage des rushs. Ainsi, après 7 films, débute une véritable collaboration où l'actrice commence à imposer sa lenteur face à la vitesse du réalisateur. Masumura signe régulièrement des papiers sur les actrices dans la presse. Être ou ne pas être une star définit 2 grandes parties dans leur carrière. Des débuts en jeune star au physique attrayant, jouant des rôles simples et faciles à assimiler dans des produits vulgaires et creux pour faciliter la projection sur elle d'un public d'adolescents en quête de divertissement. En vieillissant et perdant de son charme simple, l'actrice doit se professionnaliser en jouant des rôles mieux écrits et complexes. Elle abandonne ainsi son statut de star pour devenir une véritable interprète. Bien entendu, Masumura schématise comme à son habitude. Mais le parcours de Wakao rentre dans ces cases. C'est ainsi que l'arrogant Yuzo Kawashima professe durant la préparation de Les femmes naissent 2 fois. Laissez la petite Wakao entre mes mains, j'en ferai une véritable actrice. Dans son livre, Ayako Saito adhère aux propos de Masumura et rejette l'existence au Japon d'un modèle de star à l'occidental, où la personnalité de l'interprète se mêle à son rôle. Pourtant, c'est bien ce qui semble à l'œuvre, en faisant de Confession d'une épouse un véhicule à Wakao. Devenue l'actrice majeure du studio, les têtes pensantes cherchent à lui donner une aura de grandeur, de star, au charisme capable d'attirer un nouveau public. Le scénario modifie en profondeur le roman de Masaya Maruyama pour recentrer l'histoire sur le personnage de Wakao. Et surtout, le prénom d'origine, Noriko, est changé pour correspondre à celui de son interprète, Ayako. Il s'agit, pour Confession d'une épouse, d'affirmer l'identité d'Ayako actrice, en la dédoublant sur pellicule, avec un personnage devenu célébrité. À la sortie du film, les interviews promotionnelles de Wakao, sur son adhésion au rôle, participent à la confusion personnage et interprète. Pas encore de sadomasochisme dans Confession d'une épouse, mais déjà la dualité de la pauvrette, maltraitée par son mari tyrannique, potentiellement fatal et coupable. Ayako Takigawa est accusée du meurtre de son mari dans un geste de survie durant une sortie en alpinisme. Habilement construite, la narration de Masumura alterne scènes de procès, scènes intimes et flashbacks avec une grande fluidité sur le modèle de La Vérité d'Henri-Georges Clouzot. Comme en prolongement à une blague du précédent film du duo, le procès interroge la légitimité de l'épouse à s'affranchir de son mari dans la mort et son amour coupable pour un autre homme. Mais, au milieu d'une mode du film d'adultère, ces auteurs dévient de l'intrigue criminelle et du psychologisme attendu de l'épouse dans le couple traditionnel pour une réflexion plus globale sur la question du regard de l'autre et de la perception de l'individualité par la société. Une histoire plusieurs fois retravaillée par le duo réalisateur-actrice, de femmes qui échouent dans ces tentatives d'émancipation pour finalement se raccrocher au sexe opposé comme une possédée. Le premier flashback pose l'idée en quelques plans. Ayako, suspendue dans le vide, encordée entre son mari et l'homme qu'elle aime, coupe le lien avec le premier pour se réfugier dans les bras du second, auquel elle est encore attachée. Un peu comme Clouzot, bousculé par la nouvelle vague en France, Masumura est confronté à la version homonyme japonaise, la troupe de nouveaux réalisateurs du studio concurrent Shochiku qui l'influença. Mais après avoir porté Masumura au nu, Nagisa Oshima se montre désormais très critique. Plutôt que de jouer à une course à l'armement avec cette nouvelle génération,
Masumura, homme de studio attentif à la réussite commerciale, se raccroche au classicisme narratif et traite de son obsession pour l'individu, à l'intérieur de genres codifiés. Gangster, comédie romantique, espionnage, comique troupier, etc. Il réactive le mélodrame féminin, alors en perte de vitesse, en l'amplifiant d'une influence des tragédies antiques. D'abord méfiant envers ce genre, soumis à une fatalité broyant l'homme impuissant, la première réponse du réalisateur a été d'éviter cet écrasement, par la grâce de Wakao, dans Jeune fille sous un ciel bleu. Plus question de sourire désormais. La lente transformation des incarnations de Wakao s'exprime pleinement ici. Une lutte interne, entre la volonté d'émancipation d'une épouse bafouée et son inhibition, qui lui donne ce visage tourmenté, de conscience déchirée, dans l'héritage des héros tragiques en plein doute. Accompagné d'un nouveau chef opérateur, Setsuo Kobayashi, la composition des cadres de Masumura commence à se complexifier, segmentant le cadre en avant, arrière et milieu de plan, avec des pans vides ou à forme géométrique abstraite, contrebalancée par une masse d'observateurs, et isolant son interprète par la lumière sur sa peau lourdement maquillée de blanc. Face aux innombrables regards du procureur, des passants et même de la vieille bonne allant jusqu'à ramper pour les pieds, la veuve passe beaucoup de temps à se cacher derrière le décor ou sa main, et à baisser les yeux et la tête avant de les relever fiévreusement, puis de s'affaisser complètement, épuisée par l'effort que la plus petite résistance lui demande. Ayako assume son geste, sans regret, mais se rebeller contre la société s'avère pénible. Une fois acquittée, quand la veuve peut enfin vivre comme elle l'entend au soleil, son jeune amant fait marche arrière sous la pression des divers avertissements reçus au cours du procès. Elle-même finit par y croire. Affronter le regard de la société et y vivre en indépendante, Ayako y est préparée, mais pas assez. Pas seule. Elle s'agrippe alors à son premier et dernier soutien qui l'abandonne. La puissante dernière scène marque son échec en quelques plans et gestes. Comme un fantôme de femme noyée, Ayako apparaît blanche et ruisselante, dans le bureau de l'homme qu'elle aime. Toujours sur le fil, entre crainte et soulagement, entre rébellion instinctive et retenue inculquée, bien qu'elle soit recroquevillée et timidement cachée derrière son sac à main, l'apparition en impose. La revoilà dans la même posture qu'au début du film. Sa contestation de l'ordre établi n'a abouti à rien, et bien qu'elle ait gagné son procès, elle se bat encore contre elle-même. Ce panoramique, comme le regard des employés, descendant le long de son corps, commence par un air de défi et se termine par une courbette humble, après un léger mouvement de recul de son pied, pour tenter de cacher ses chaussettes boueuses. La veuve a bravé les conventions, mais a toujours peur du regard des autres, même pour d'insignifiants détails. D'apparence spectrale et vaincue, elle rassemble ses forces pour une dernière tentative de se reconnecter au monde des vivants, à la seule chose qui lui importe, son amant. Sa pâleur fantomatique, présente dès le début, se perçoit multiple et paradoxale. De son arrivée au milieu de la foule, aux intérieurs sombres du tribunal, sa peau lumineuse, cernée du noir de ses habits sévères et circonstanciels, contraste avec la masse grise qui l'entoure. Ainsi extraite du groupe, isolée, individualisée et immédiatement identifiable dans le plan étouffant, elle devient bloc dans sa lutte, et illustration formelle des paroles de Masumura, opposée à la grisaille des sentiments du cinéma japonais. En plus de servir le propos sur la quête d'individualité de l'épouse, ce contraste renforce aussi le statut à part de Wakao, star bénéficiant d'un traitement unique à l'image. Un maquillage aussi épais et blanc, éclairé de façon unique et presque anachronique pour un drame contemporain, à une époque où la couleur encourage une représentation plus nuancée de l'épiderme, même en noir et blanc. Ce blanc lui donne une figure mythique, rappelant les anciennes stars du muet, ou même les héros de tragédie grecque, séparés du cœur de citoyen par un masque blanc. Masumura y fera plus nettement référence au milieu des années 60. Mais la lumière est crue, à l'inverse de celle diffuse et douce pour créer un halo lorsqu'un cinéaste veut glamouriser ses acteurs. La lumière dure rend la veuve glaciale, inatteignable, et renforce un sentiment de beauté froide et fatale, potentiellement assez calculatrice pour avoir planifié le meurtre de son mari. Pour son monologue final,
L'actrice cherche conseil à droite à gauche. Le cinéaste Yasujiro Ozu lui suggère de réfléchir à sa respiration. Wakao commence par minauder. Souriante et la voix chaude, satisfaite d'une conversation entre deux portes. Mais face au rejet de l'impassible Kawaguchi, sa voix profonde, si particulière, décolle rapidement. Cette idée de la respiration, de nos paroles expirées, une urgence vitale, un sentiment de dernier souffle de cette femme fantomatique. Celle qui voulut combattre la société normative se renie dans la passion et se propose finalement d'y re-rentrer, à l'extrême, en concubine, comme au temps féodal, en totale contradiction avec sa volonté première de liberté. Dans le dernier plan, son cadavre apparaît en contre-jour, son corps passé de surnaturellement lumineux à silhouette sombre. Un échec complet pour celle qui ne demandait qu'à profiter de la lumière.